Lorsqu'on parle des enjeux urbains en Chine, on pense souvent aux problèmes démographiques, aux loyers trop élevés, aux salaires trop inégalitaires. Dans certains cas, on parle aussi des migrations intérieures et des avantages de certains citadins sur leurs compatriotes, notamment concernant la question des hukou. Pour ceux qui l'ignorent, le hukou est une sorte de livret de famille / passeport domestique qui donne des droits spécifiques à leurs détenteurs dans leur province d'origine. Les villes fantômes reviennent souvent dans les discussions, elles poussent comme des champignons et leur taux d'occupation frise le néant. Je l'ai vu de mes propres yeux en Mongolie intérieure et je peux vous le confirmer, c'est flippant, on se croirait dans un film de zombies. Mais l'objet de cette vidéo est tout autre. On va vous parler d'un projet que Xi Jinping a défini comme prioritaire pour symboliser le modèle de croissance chinois. Le PCC, pour Parti communiste chinois et donc l'État, souhaite jouer un rôle proactif concernant le développement du territoire national. Mais le projet dont on va vous parler n'a rien à voir avec les fameuses zones économiques spéciales comme Shenzhen ou le quartier de Pudong à Shanghai. Un projet qui vise à faire de Chang'an la ville du 21e siècle. Elle s'étalera sur 3 comtés, Zhongcheng, Zhongshan et Anxin, dans la province du Hebei. Dans sa première phase, cette ville occupera 100 km², mais à moyen terme, elle devrait dépasser 2000 km². Une ville qui ferait la taille de tout un département français, comme les Yvelines ou la Réunion. Située à proximité de Beijing, mais dans une zone beaucoup moins développée et très polluée, Chang'an ambitionne de devenir la smart city la mieux connectée et la plus propre de Chine d'ici 2035. Et pour ce faire, le gouvernement a l'intention d'investir entre 170 et 300 milliards de dollars étalés jusqu'en 2050. La moitié environ devrait servir à doter cette métropole d'infrastructures ultra-modernes. Chang'an complétera ainsi le triangle Jing-Jin-Ji. Elle forme donc avec Beijing et Tianjin une importante ville portuaire et industrielle. Toutes trois se situent à environ 100 km de distance les unes des autres. La ville sera aussi desservie par l'aéroport de Beijing-Daxing à seulement 20 minutes en voiture. Cet aéroport se trouve déjà à une demi-heure du centre-ville de Beijing grâce à une navette à grande vitesse. Il s'agit à l'heure actuelle du plus grand aéroport du monde. Par ses ambitions et en raison de l'énorme défi que le projet présente, de nombreux analystes et experts l'ont comparé à la ville de Shenzhen, le projet phare de Deng Xiaoping dans les années 80 et au quartier de Pudong à Shanghai, promu par Jiang Zemin dans les années 90. Madame la Présidente, I'm sorry to say that. Merci beaucoup. C'est précisément la mise en place de ces deux zones économiques spéciales, des ZES, qui ont servi de fondation à la Chine moderne, ouverte à la logique de marché et à la concurrence. Mais le projet de l'actuel secrétaire général du parti se distingue en quelques points de ceux de ses prédécesseurs. Des points cruciaux. Xi Jinping essaie de démontrer par ce projet qu'une Chine socialiste, fermement dirigée par le PCC, est tout à fait possible. Une ville qui n'est pas axée sur la croissance économique tout azimut, mais sur l'État. Alice Ekman, une sinologue, le dit très bien dans son ouvrage de référence Rouge Vif, on assiste à un retour en force de l'État communiste dans la société chinoise. Alors que penser de tout cela ? Petit détour à Shenzhen, la toute première lueur de l'aube du dragon. La première expérience à grande échelle qui a transformé la Chine en bien. Un symbole des réformes de Deng Xiaoping. Avec la Chine, il n'est pas inhabituel d'user de superlatifs. La Chine s'est adaptée à une vitesse vertigineuse au monde d'aujourd'hui. À la fin des années 70, Deng Xiaoping a anticipé la baisse de la production agroalimentaire et le déclin de la capacité industrielle chinoise. Le risque que se reproduise la grande famine qui avait eu lieu entre 59 et 61 était bien réel. Les estimations varient entre 15 et 55 millions de morts. Deng Xiaoping, issu de l'aile réformiste du régime de Mao, a tenté le tout pour le tout en implémentant un système capitaliste dans un petit village de pêcheurs assez pauvre d'à peine 30 000 habitants à proximité immédiate de Hong Kong. Ce village, c'était Shenzhen. Le gouvernement chinois a établi dans la province du Guangdong les premières zones économiques spéciales de Chine continentale où l'investissement privé et les affaires commerciales étaient non seulement autorisés mais carrément encouragés. Cela ne s'était pas produit depuis l'ère du Kuomintang qui s'est achevé en 49 lorsque les communistes ont pris le pouvoir. Il est communément admis par la communauté scientifique que ce sont les réformes d'ouverture de Deng Xiaoping qui ont marqué le réel tournant de la Chine vers l'économie de marché. Shenzhen, ce petit village de pêcheurs d'à peine 3 km², pèse aujourd'hui 12 millions d'habitants, étalé sur 2000 km² et dont le PIB équivaut à celui d'Israël, un pays économiquement solide. Avec une croissance annuelle moyenne de plus de 20% et un PIB per capita supérieur à 30 000 $, Shenzhen est une prouesse économique, à tel point que la richesse de Shenzhen s'est multipliée par 10 000 en à peine 40 ans. Cette ville a vu naître des sociétés de premier plan telles que Huawei, Tencent, DJI ou Zhongxin, que vous connaissez aussi sous le nom de ZTE. C'est pas un hasard si ce fut la première destination de Xi Jinping lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2012. Écho à Deng Xiaoping lors de la première visite d'inspection de Xi Jinping à Shenzhen. Shenzhen abrite quelques 70 000 entreprises du secteur de la tech. Environ 5% du PIB de cette ZES est consacré à la R&D. Mais le choix de faire de Shenzhen une ZES, pas innocent. C'est aussi un choix politique. Le premier marché libre de Chine continentale a été instauré à quelques encablures seulement de Hong Kong et de Macao.
En 79, les territoires de Hong Kong et de Macao étaient nettement plus riches et développés que ceux de la Chine continentale. Shenzhen et Guangzhou, deux villes voisines, étaient à la ramasse. Je vous parlais même d'un village de pêcheurs dans le cas de Shenzhen. C'est pour cette raison que le choix de cette expérience de zone de libre-échange s'est porté sur de petites villes telles que Shenzhen, Shantou et Zhuhai, toutes dans la province du Guangdong, mais aussi sur la ville de Xiamen dans le Fujian et sur Hainan, une province insulaire au sud de la Chine. L'un des axes clés de cette expérience était de profiter de la symbiose avec Hong Kong et Macao pour favoriser le développement de la Chine continentale. Une autre composante de cette stratégie était de réunir les conditions pour faciliter à terme l'absorption de Macao et de Hong Kong, qui à l'époque n'étaient pas encore sous souveraineté chinoise. Le modèle de développement de Shenzhen a été couronné de succès au point d'être reproduit dans toute la Chine au cours des années 80 et 90. Sauf que le projet de Xiong'an n'a pas grand chose à voir avec ce modèle. Xi Jinping est considéré comme le président de Chine avec le plus de poids depuis Mao Zedong. Mais en plus, il dirige une Chine beaucoup plus puissante économiquement. Alors quelle est la spécificité de la stratégie autour de Xiong'an ? Xiong'an, un modèle pour la Chine de Xi. La nouvelle zone de Xiong'an vise à rompre avec le modèle traditionnel des zones économiques spéciales. Xi Jinping est prêt à engager des dépenses ahurissantes pour sa vision qui, selon lui, guidera les 1000 prochaines années du socialisme chinois. Xi est davantage convaincu que Deng de la nécessité d'un fort interventionnisme de l'État dans l'économie. Arthur Kruber, sinologue et directeur général de Gavecal Ergonomics. Alors bien que Xiong'an soit techniquement une zone économique spéciale, le marché libre n'est pas l'axe prioritaire de développement. Ce ne seront pas les entreprises qui donneront la marche à suivre, mais le gouvernement central. Une ville par l'État, pour l'État. Le parti entend piloter le projet sans accorder de ressources au marché extérieur, la priorité étant l'activité domestique. Même le secteur immobilier sera géré par la collectivité. Chaque complexe résidentiel en construction à Xiong'an sera promu par l'État et les titres de propriété demeureront publics. Alors, petite nuance concernant ce dernier point. En Chine, la propriété privée du sol n'existe pas. Les terrains appartiennent à l'État ou aux collectivités locales. Un citoyen chinois possède uniquement les murs de l'appartement dont il a acquis la propriété. Dans le cas d'une habitation résidentielle, le terrain est cédé par l'État aux citoyens pour une durée renouvelable de 70 ans, ce qui permet en principe d'assurer les héritages intergénérationnels. Mais cela permet aussi à l'État de bénéficier d'une marge plus importante, même si non absolue, pour exproprier les propriétaires de leurs biens en cas de conflit. Ce modèle a l'air de faire ses preuves. En Chine, 80% des ménages sont propriétaires de leurs biens et pour 80% de ces familles, pas besoin d'emprunt bancaire ou d'hypothèque. Fin de l'interlude. Le monopole public sur l'activité immobilière signifie des revenus issus de transactions immobilières sous contrôle, posant ainsi les bases pour résorber toute bulle spéculative. Mais Xiong'an ne fera pas que des heureux. Les exploitations agricoles dans les environs de la ville seront dissoutes, l'État proposant des compensations ou des relocalisations à sa discrétion. Des fondations un peu paradoxales pour une société plus harmonieuse. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Un autre sujet inquiète. Si l'emploi conditionne le logement, alors il n'est pas à exclure que changer d'orientation professionnelle ou être licencié reviendrait à perdre son logement et tous les avantages liés au droit de résidence dans cette ville. Le fameux hukou dont je vous avais parlé en tout début de vidéo. Une autre question qui se pose, c'est l'origine de ces financements. Comme le secteur privé n'est pas impliqué, alors comment Xi Jinping compte-t-il assurer la viabilité économique de ce qui pourrait devenir un jour prochaine capitale de Chine? Il s'agit surtout de bien comprendre la fonction primaire de Xiong'an. Le gouvernement chinois a l'intention d'y installer toutes les structures non administratives qui se trouvent actuellement dans la capitale, à savoir des universités, des entreprises publiques, des centres hospitaliers, des laboratoires de recherche et j'en passe. Alors à terme, il est quand même prévu que le secteur privé puisse participer, mais uniquement par le biais de consortiums dirigés par les autorités publiques. La grande idée de Xi Jinping, c'est de bâtir une capitale qui puisse faire attraction du libre-échange et de la logique de concurrence pour se concentrer sur les exigences des pouvoirs publics et de leur dépendance. Le développement attendu prévoit une population de plus de 7 millions d'habitants au cours des prochaines décennies, tout en favorisant le développement durable. Pour être considéré comme une expérience réussie, Xiong'an devra devenir une ville propre, un modèle de smart city alliant les technologies les plus avancées pour assurer le plus faible taux d'émissions carbonées possible. La phase initiale du plan Xiong'an a été la fermeture de toutes les usines et entreprises polluantes de la région qui n'avaient pas su s'adapter aux nouvelles réglementations environnementales. Depuis 2017, on estime que le gouvernement a ordonné la cessation d'activité de plus de 5000 entreprises et usines dans la région. Et ce processus se poursuivra jusqu'à ce que la zone soit nettoyée.
Alors de nombreux experts estiment que ce projet comporte un risque très élevé de faisabilité et qu'il pourrait se solder par un échec complet sans réussir à répliquer le succès de Shenzhen. L'idée de construire une ville basée presque exclusivement sur les fonctionnaires et l'investissement public sans avoir recours aux dynamiques de concurrence et d'innovation de marché semble pour l'heure un peu fantaisiste. Alors qu'en pensez précisément ? Chronique d'un échec annoncé. Quand on parle d'échec, ça ne veut pas dire que la ville ne se construira pas ou qu'elle ne contribuera pas au développement de la province, car il s'agit quand même d'une zone rurale sous-développée et donc tout investissement dans les infrastructures, le secteur privé, les hôpitaux, les universités aura a priori des retombées positives. Mais d'un point de vue réaliste, il est très probable que le rêve de Xi Jinping soit mort-né. Le premier frein tient à son emplacement et son climat. Contrairement à Shenzhen, qui jouxte la plateforme financière de Hong Kong et dispose d'un accès direct à la mer, Xiong'an est à l'intérieur des terres avec des températures très disparates entre l'été et l'hiver. Et malgré la promesse de relier Xiong'an à Beijing en une demi-heure grâce à une ligne à haute vitesse, pas certain que ça suffise à engager un exode dans les proportions attendues par Beijing. Et avec le bridage du secteur privé, il est fort à parier que les distractions habituelles et l'industrie culturelle n'auront pas un fort ancrage dans l'écosystème urbain de Xiong'an. Et que dire de la concurrence domestique? Quel ressort pourrait vous amener à implanter votre entreprise à Xiong'an si vous avez également la possibilité de le faire dans le delta de la rivière de Perle? Je ne serais pas surpris si cela ne fonctionnait qu'à moitié, mais ce sera malgré tout plus impressionnant que tout ce que nous avons pu voir en Occident ces 50 dernières années. Chao Ronling, expert en développement urbain à la Commission nationale du développement et des réformes. Il faudra attendre 2035 pour commencer à se faire une idée sur la réussite ou non du projet, mais à l'heure actuelle, le chantier a bel et bien débuté. La nouvelle gare ferroviaire de Xiong'an mesure 475 000 m² pour un coût final de plus de 1,1 milliard $. Elle a ouvert ses portes fin 2020. Ceci dit, lorsque Xi Jinping a dévoilé le projet Xiong'an, il a aussi annoncé que la Chine continuerait à créer des nouvelles ZES. Donc en soi, Xiong'an ne représente qu'une exception à la stratégie de développement économique de la Chine. Ce qui est clair, c'est que ce projet vise essentiellement à consolider la mainmise des caciques du parti sur le pouvoir. Ce projet semble sortir tout droit d'une dystopie soviétique et vise surtout à flatter l'ego des élites du parti communiste. Le résultat risque d'être particulièrement décevant. Ce genre de projet pourrait-il voir le jour en Occident? Serait-il viable? Je l'ignore, mais je serais vraiment curieux de savoir vos réponses. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager à votre famille et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn pour être averti en temps réel des sorties des prochaines vidéos. Zaijian et à la prochaine.